Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'Internet et du numérique. On compte aujourd'hui en Afrique près de 300 millions d'utilisateurs d'Internet avec un taux de pénétration estimé à 27%. Cela veut dire que plus de 70% de la population du continent n'est toujours pas connectée. Mais la dynamique va dans le sens d'une augmentation des utilisateurs. L'Afrique a enregistré le plus fort taux de croissance d'internautes au monde en 2017, soit plus de 20%. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de l'Internet en Côte d'Ivoire. On compte 13 millions de personnes abonnées à Internet dans le pays, majoritairement dans les grandes villes. Un chiffre qui ne cesse de croître grâce aux innovations technologiques 4G, fibre optique, transmission satellite. Vous allez découvrir les enjeux autour du réseau, véritable nerf de la guerre. Puis nous vous emmènerons au Kenya, le champion du numérique en Afrique. Le pays dispose de la connexion Internet la plus rapide du continent, mais ce n'est pas tout. Au Kenya, des centaines de start-up digitales innovent avec à la clé d'importants succès business. Les grands groupes comme IBM misent aussi sur le Kenya. Vous comprendrez pourquoi. En Côte d'Ivoire, 98% des abonnés reçoivent Internet via leur smartphone. On compte 13 95 386 abonnés à l'Internet mobile. 3 opérateurs dominent ce marché. Orange avec 50% de part de marché, MTN 29%, Move 21%. Ces entreprises font tout pour vous séduire avec des offres spéciales, des publicités et des opérations marketing. Mais pour elles, comme pour vous d'ailleurs, l'enjeu principal demeure le réseau. Vous allez comprendre ce soir comment ce dernier fonctionne et les investissements qu'il nécessite. Le réseau, nerf de la guerre, c'est un reportage de Sarah Sisman, Yao Sansan, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dans les rues d'Abidjan, c'est un spectacle désormais ordinaire. Des personnes connectées surfant sur leur téléphone mobile 24 heures sur 24. Avec 13 millions d'abonnés dans tout le pays, Internet est devenu un besoin incontournable dans la vie des Ivoiriens, avec des clients de plus en plus exigeants. Moi, je pense que la qualité de la connexion en Côte d'Ivoire est moyenne. On pourra avoir l'occasion d'avoir la connexion Internet beaucoup moins chère. C'est déplorable que certains réseaux n'offrent pas une qualité optimale. Peu d'entre eux savent ce qui se cache réellement derrière le réseau, comment Internet est distribué. Je sais que Internet utilise beaucoup de technologies qui ne sont pas vraiment à la portée des profanes. Comment l'Internet arrive dans mon téléphone, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des maisons de téléphonie qui s'en chargent, mais bon, moi, personnellement, je ne sais pas. Derrière le réseau se cache en fait toute une architecture de technologies, d'infrastructures et d'acteurs. 5 opérateurs dominent le marché en Côte d'Ivoire. Orange, MTN, Move, VIPnet et Yumi. Chacun rivalise pour offrir aux clients de l'Internet haut débit à des prix concurrentiels. Comment Internet arrive-t-il jusqu'à nos ordinateurs et dans nos téléphones ? Comment les différents fournisseurs d'accès Internet font-ils pour nous offrir la connexion la plus rapide ? Avec quelle technologie et à quel prix ? Dans le quartier de Marcory, à Abidjan, nous sommes dans l'un des centres techniques névralgiques de MTN, deuxième opérateur mobile en Côte d'Ivoire. Une antenne domine le ciel. On appelle cela une antenne relais. C'est à travers elle que l'Internet est répandu dans ce quartier d'Abidjan. Alors voilà, ici on est sur le site relais, la station de base qui nous permet de couvrir toute cette zone. Elle est composée de 7 tours, de ce pylône qui a au-dessus d'elle les antennes panneaux et les antennes cylindriques. Ici, nous avons la technologie 4G. L'antenne, grâce à la station émettrice, diffuse ce signal à toutes les personnes, à tous les abonnés qui sont dans le périmètre. Des antennes comme celle-là, on en compte plusieurs centaines à Abidjan et près de 2000 sur tout le territoire. Ce sont elles qui permettent de téléphoner et de se connecter à Internet depuis son smartphone. Voici comment.
Cette antenne relais est équipée des technologies 2G, 3G et 4G. Elle émet un signal vers le téléphone mobile. Elle est reliée à un concentrateur qui permet de connecter toutes ces antennes entre elles jusqu'à un central téléphonique et d'assurer une couverture localisée. Si vous n'avez pas de réseau à un endroit précis, c'est que cette zone n'est pas couverte. Ou si c'est tout le temps, ça veut dire que cette zone n'est pas couverte. Si c'est momentané, c'est qu'il y a eu un problème spécifique pendant ce moment-là. Le cœur du système se trouve dans ce gros boîtier situé juste à côté du pylône. Ces antennes arrivent ici via les câbles pour pouvoir envoyer le signal Internet. Des équipements pour lesquels il a fallu investir beaucoup d'argent. Pour couvrir une zone, il vous faut forcément cet équipement qui est la station de base. Et c'est un équipement dont le coût peut varier entre 20 millions de francs CFA et 50 millions de francs CFA en fonction de la capacité et des différentes technologies que vous y mettez. Mais pour permettre aux abonnés de se connecter, les antennes relais ne suffisent pas. Il manque un élément essentiel que l'opérateur garde dans cette pièce souterraine comme un trésor. Donc ici, vous avez le câble sous-marin, qui passe par la mer, qui arrive dans le centre technique de MTN Côte d'Ivoire, qui permet à tous nos internautes, à tous nos abonnés à Internet d'être connectés à tout le réseau mondial d'Internet et qui offre une grande capacité. Ce câble, qui paraît anodin, parcourt en fait 14 000 km. C'est grâce à lui que les internautes en Côte d'Ivoire peuvent consulter des pages internet hébergées à l'étranger comme Google ou Facebook. Baptisé WAX, il plonge dans l'océan depuis l'Afrique du Sud et longe toute la côte africaine en reliant 12 pays jusqu'au Portugal et l'Angleterre. 20 opérateurs, dont MTN, font partie du consortium qui gère ce câble sous-marin, qui a coûté 650 millions de dollars pour sa mise en service. Sans ce câble-là, vous n'avez pas d'Internet. Si un internaute utilise la 3G ou la 4G de MTN Côte d'Ivoire, dès qu'il va sur une page Internet pour aller consulter quelque chose sur un site international, tout le trafic passe donc des antennes, du téléphone aux antennes, des antennes au concentrateur et prend le chemin international en utilisant tout ce câble qui passe par la mer pour arriver à l'international. MTN n'est pas le seul à posséder un câble sous-marin. Orange en possède deux autres baptisés SAT3 et ACE. Les autres fournisseurs comme Move ou VIPNet n'en ont pas aujourd'hui et doivent donc acheter de la capacité, comprenez de la connexion, aux opérateurs disposant de câbles pour permettre à leurs abonnés d'avoir accès au réseau international. Le réseau fonctionne comme une grande autoroute, un ensemble de nœuds interconnectés entre eux qui échangent des données et transmettent des informations. C'est via ce réseau que transite Internet. Orange, opérateur leader en Côte d'Ivoire avec 13 millions d'abonnés, bénéficie de l'un des réseaux les plus étendus dans le pays. Pour un opérateur, le nerf de la guerre, c'est le réseau. Il faut avoir un réseau qui est étendu. Il faut avoir une belle couverture de réseau. Il faut avoir un réseau data, 3G, 4G, très important et de bonne qualité. C'est vraiment le nerf de la guerre et ce sur quoi aujourd'hui tous les opérateurs se focus en termes d'investissement. Et cela nécessite des investissements très importants. Depuis 2 ans, Orange Côte d'Ivoire a investi 280 milliards de francs CFA dans la modernisation de son réseau, notamment en déployant la fibre optique dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Vous avez peut-être déjà vu ces panneaux. Ils signifient que votre quartier est fibré et que votre logement est éligible pour disposer de cette technologie très haut débit. Ce jour-là, à Cocody, les techniciens d'Orange se rendent chez un client qui vient tout juste d'emménager dans son nouvel appartement. Bonjour, Monsieur Nader. Enchanté. Orange Côte d'Ivoire. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez demandé la fibre? C'est ça. Et Orange est là pour ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous nous montrez? Allez-y. Ok. L'opération va durer quelques heures. Objectif pour les techniciens, installer chez ce client ce câble de fibre optique relié à un poteau électrique à l'extérieur du domicile. Vous décapez, vous retirez la gaine extérieure. Il reste que la gaine intérieure. La fibre se cache dans ce petit tube rouge. La fibre, c'est juste un fil de verre, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout transparent. Donc un fil de verre
qui est gainé, effectivement protégé pour éviter que la lumière s'échappe, à l'intérieur duquel on diffuse des signaux lumineux qui permettent de pouvoir bénéficier des services très haut débit Internet. Ce petit fil de verre, scientifiquement, est le seul support de transmission qui n'a aucune limite aujourd'hui. Donc qui permet de transporter les données de façon illimitée. Grâce à ce fil de verre relié à une box, Monsieur Nader va pouvoir télécharger des vidéos à une vitesse très haut débit. Ça, c'est la fiche d'étude, voilà, dans laquelle on confirme avec vous toutes les installations qui ont été faites dans la maison. Il n'y a pas photo en fait, on télécharge beaucoup plus rapidement, c'est vraiment le jour et la nuit. 30 000 logements à Abidjan sont aujourd'hui équipés avec la fibre d'Orange qui ambitionne à terme de couvrir toute la ville. Problème, ce réseau filaire reste soumis à de nombreux aléas. Ce mardi 12 juin, à la direction technique d'Orange, réunion de crise. Plusieurs câbles de fibre optique ont été volés dans la zone de billetterie. Yapi, est-ce que tu peux me faire le point de la situation du réseau à billetterie? Il y a eu beaucoup de vols et de sabotage du réseau ce week-end. Ce qui a été constaté concrètement, c'est qu'on a 17 boîtiers de raccordement des câbles optiques qui ont été emportés et les fibres ont été coupées. Donc, ce qui a isolé près de 400 clients, dont une centaine de clients entreprises. Les équipes techniques ont travaillé à raccorder, à souder et à rétablir le réseau. Malgré les réparations, plusieurs dizaines de clients restent toujours privés d'Internet. Alors le responsable des interventions techniques va s'assurer qu'ils ont été pris en charge. Vous avez commencé le phoning, où vous en êtes, tout ça. Tu peux me faire un point s'il te plaît? D'accord. On a commencé le phoning sur 200 clients. Il y en a d'autres qui se plaignent de lenteur et ou d'absence de TV. L'enjeu est clé pour Orange, en termes d'image et en termes d'impact financier. C'est des clients qui vont se désabonner, qui vont à la concurrence. C'est des clients pour lesquels, pour le garder, et vu le préjudice qu'ils ont subi, nous devons réparer ce préjudice par un geste commercial. Et ça se traduit en perte de chiffre d'affaires pour Orange Côte d'Ivoire. Ces actes de vandalisme sur son réseau sont quasi quotidiens et se chiffrent en dizaines de milliards de francs CFA de réparation par an pour l'opérateur. Quand le réseau Orange s'enraye, c'est tout le pays qui s'en trouve affecté. Orange est le premier opérateur en Côte d'Ivoire et quand Orange est impacté, est touché, l'impact est plus fort que les autres. Ça, il faut le noter. Nous sommes l'opérateur leader et c'est pour cela que quand Orange a des problèmes, ça a un impact sur tout le pays. Sécuriser son réseau, un enjeu clé pour tous les opérateurs. Bienvenue chez VIPnet, je vous emmène dans le cœur de notre réseau. Ahmed Chérif, patron de VIPnet, 4e opérateur du marché, en sait quelque chose. Ce fournisseur d'accès Internet ivoirien, créé il y a 20 ans, compte parmi ses clients quelques 200 entreprises et institutions, comme la Banque mondiale ou les Nations unies. Des clients importants pour qui le réseau doit rester opérationnel et protégé 24 heures sur 24. Dans la salle de supervision, il peut surveiller au quotidien ce qui se passe sur son réseau. Les lignes vertes et les lignes noires que vous voyez sont les liens d'interconnexion entre les différents équipements de notre réseau. Ici, c'est par exemple donc une connexion en fibre optique de 10 gigas, c'est-à-dire 1000 mégabits entre notre direction technique et notre site du plateau. VIPnet offre exclusivement de l'Internet fixe à ses abonnés. Pour se démarquer de ses concurrents, le challenger a misé notamment sur une technologie qu'il juge plus fiable, la transmission radio à très haut débit, dont l'une des forces est de ne pas nécessiter de câble. Installer une station de transmission radio représente pour l'opérateur un investissement de 20 millions de francs CFA. L'actualité aujourd'hui démontre très bien que la fibre optique subit pas mal d'actes de vandalisme et dans ce cas, l'alternative que nous savons offrir, c'est justement une connectivité où le client est directement connecté à nous sans que son réseau ne soit accessible à un tiers. VIPnet a convaincu de nombreux clients d'opter pour cette technologie qui offre un service équivalent à la fibre optique, mais à un coût beaucoup plus compétitif. Nous avons par exemple l'Université de Grand Bassam qui est un client qui a souscrit pour une capacité d'à peu près 70 mégabits et qui était précédemment donc, en technologie fibre optique.
et qui nous a fait confiance et qui a permis que nous lui offrons beaucoup plus de capacité dans la technologie radioélectrique. Donc je parle d'un rapport de 12 mégas à 70 mégas au même coût. Aujourd'hui, malgré toutes ces technologies, seuls 43% de la population en Côte d'Ivoire a accès à Internet, selon les derniers chiffres de l'autorité de régulation. Depuis Abidjan, il suffit de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour se retrouver en zone blanche. Des zones rurales, bien souvent sans antenne 3G ou 4G, sans fibre optique, où l'accès à Internet est quasi inexistant. Nous voici dans le village de Grand Takoudzin, 15 000 habitants. Ce jour-là, cet homme au chapeau et sa délégation sont attendus avec impatience par les autorités du village. Bonjour, merci pour votre accueil. Mon partenaire, enchanté, qui est le président de Afrique Télécom. Cet homme, c'est Geoffrey Woods, patron d'Intersat, un fournisseur d'accès basé en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la technologie du satellite. Ce jour-là, il vient inaugurer à Grand Takoudzin une toute nouvelle antenne satellite. Là, vous avez la parabole qui va chercher le signal Internet sur le satellite, d'accord ? En l'occurrence, c'est un satellite Eutelsat, si je ne me trompe pas. Et ensuite, le signal arrive dans ce modem ou tam-tam, qui ensuite diffuse le signal sur ce qu'on appelle un répéteur Wi-Fi. Et l'ensemble de la zone est couverte en Wi-Fi et permet aux gens de se connecter à Internet. Une antenne vécue comme un petit miracle dans ce village où il n'y a aucune connexion Internet. Nous allons de l'avant. Je pense que ça permettra à toute la population, à la jeunesse surtout, de se connecter sur certaines bases de données et de vivre effectivement ce que nous voulons arriver à l'émergence en 2020. Bientôt, grâce à cette parabole et à son kit tam-tam, c'est toute la population du village qui pourra se connecter en Wi-Fi en venant dans ce kiosque. Elle devra pour cela acheter des coupons, 150 francs, 1 heure de connexion. L'accès à Wikipédia est gratuit. La solution a été conçue et développée par l'opérateur européen Afrique Télécom, partenaire d'Intersat. Ce qu'on y gagne, c'est le déploiement de solutions satellitaires partout et des nouveaux clients dans des zones où les opérateurs mobiles ne vont pas. Donc on élargit. Il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas de connexion Internet aujourd'hui. 70% de la population. C'est ces gens-là qu'il faut servir. Donc si les grands opérateurs n'y vont pas, il faut que des petits opérateurs s'en chargent. Coût de l'installation de la parabole et du kit tam-tam pour Intersat, 1 300 000 francs CFA. Un coût très faible comparé aux installations des opérateurs mobiles. Jusqu'à 50 millions de francs CFA pour une antenne relais 4G. Et parce que le coût de l'investissement est faible pour Intersat, les tarifs proposés aux populations locales sont accessibles. Et aujourd'hui, l'accès à Internet via le satellite, c'est démocratisé. Ça coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on est capable de faire, vous voyez, comme vous avez pu le voir, des connexions avec des coupons prépayés de la solution tam-tam. Une demi-heure, ça coûte 100 francs CFA. Donc, et on a des débits corrects. Et donc c'est n'importe où en Côte d'Ivoire, une zone où il n'y a même pas d'électricité, avec une batterie solaire, avec un système solaire, on peut fournir de l'Internet. On peut interconnecter des dispensaires. Les possibilités sont énormes. L'opérateur a équipé 14 cybercentres villageois à travers tout le pays, comme celui-ci à Akupé, qui permet à la population privée d'Internet de venir se connecter à faible coût. Une grande avancée pour les villages, mais une goutte d'eau dans ce qu'il reste à faire pour réduire la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Et en plateau pour débattre aujourd'hui, nous accueillons Yves Miezan-Ezo, conseiller technique du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Gilles Mel, directeur de l'ingénierie et du déploiement chez Move Côte d'Ivoire, et Patrick Mbang, président directeur général du groupe Innova, président du GOTIC, le groupement des opérateurs du secteur des TIC de Côte d'Ivoire. TIC, donc TIC, c'est ce que vous préférez. Alors, question pour vous, on parle du réseau, quelqu'un dans le reportage nous disait c'est le nerf de la guerre, est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Le réseau, c'est le nerf de la guerre parce que sans réseau, il n'y a pas de communication, sans réseau, il n'y a pas Internet. Et c'est donc l'objet de toutes les stratégies Internet aujourd'hui des opérateurs. Tout à fait. Alors, monsieur le conseiller technique,
on a envie de savoir comment aujourd'hui vous jugez la qualité du réseau en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un opérateur de services de télécommunications intervient sur le territoire, il répond en fait à un certain nombre d'exigences. Donc il lui est attribué une licence par l'autorité de régulation des télécoms éthiques de Côte d'Ivoire et cette licence est assortie d'un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il est fait obligation à l'opérateur de répondre à un certain nombre justement de critères et ces critères sont évalués 2 fois dans l'année. Dieu merci, ça nous permet de savoir quel est le point de vue de l'autorité gouvernementale par rapport à la qualité du réseau aujourd'hui. Alors j'ai une question pour vous, Monsieur Patrick Mbin. Comment jugez-vous la qualité du réseau en Côte d'Ivoire? La qualité du réseau en Côte d'Ivoire s'est améliorée, notablement améliorée depuis ces 5 dernières années, grâce à l'effort, je dirais, des opérateurs au niveau des investissements sur leurs infrastructures, notamment les infrastructures 4G, ce qui a permis, je dirais, de stabiliser et je dirais d'améliorer la qualité et surtout les temps de réponse des utilisateurs quand il s'agissait de naviguer sur l'Internet. Alors, il reste que quand même, il y a des Ivoiriens qui continuent de se plaindre de leur accès à Internet. Tout à fait, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Je pense que quand on analyse la situation d'un pays au niveau des réseaux, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'indice de connectivité. Et l'indice de connectivité, c'est un indicateur qui permet de de mesurer quatre éléments clés. Le premier élément, c'est l'infrastructure, la disponibilité des infrastructures sur l'ensemble du territoire, donc la capillarité du réseau sur l'ensemble du territoire. Et on a vu dans le reportage tout à l'heure que malgré les efforts gouvernementaux au niveau, je dirais, du déploiement de la fibre optique, malgré les efforts des opérateurs sur le développement de leur réseau, il reste encore des zones blanches. Et ces zones blanches sont pour moi des facteurs de non-qualité qu'il faut adresser avec de nouvelles technologies, de nouvelles offres. On a des opérateurs qui proposent des solutions frugales, on a vu tout à l'heure avec Intersat, et il y a d'autres acteurs qui permettent de pouvoir régler les problématiques, comme on dit, de last mile, c'est-à-dire les derniers, je dirais les derniers mètres de connexion pour atteindre l'usager. Alors justement, Monsieur Mel, ces zones blanches, est-ce que vous y êtes présent? Vous n'y allez pas ou vous n'avez pas envie d'y aller? On ira. Donc, je pense que le cahier des charges qu'on a aujourd'hui, depuis 2016, oblige les opérateurs à être présents pratiquement sur toute l'étendue du territoire d'ici 2022. Alors, d'ici 2022, les opérateurs doivent couvrir 95% de la population en data mobile et 99% de la population en 2G. Donc cela veut dire clairement que les opérateurs devront aller dans ces zones blanches. Mais il ne s'agit pas d'y aller rapidement, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de contraintes. C'est quoi les challenges? C'est ce que j'imagine parce que c'est une obligation, vous nous avez dit, du cahier de charges, mais c'est un investissement quand même qui coûte quelque chose. Il faut que vous soyez sûr que ce soit rentable, que votre modèle économique fonctionne dans ces zones. Tout à fait. Et c'est exactement voilà pourquoi on parle du nerf de la guerre. Alors, quand vous devez investir donc, dans le réseau, il faut d'abord avoir l'infrastructure. C'est ce que M. Mbeng expliquait tout à l'heure. Il faut avoir l'infrastructure. Il se trouve qu'en Afrique subsaharienne, et notamment en Côte d'Ivoire, l'infrastructure de base n'est pas toujours présente. Donc les opérateurs sont obligés d'investir d'abord dans l'infrastructure. Avant le réseau, il faut d'abord qu'il y ait, par exemple, des pylônes. Au cas où on parle de la couverture mobile, il faut des pylônes. Les pylônes, c'est un coût. Il faut pouvoir raccorder ces pylônes-là aux centrales. On a vu tout à l'heure dans le reportage le central. Donc, investir dans les pylônes, il faut souvent investir dans l'énergie parce qu'on part dans des zones où il n'y a pratiquement pas d'énergie commerciale. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une seule infrastructure et sur laquelle passeraient tous les opérateurs? On ne pourrait pas faire ça? Ça serait effectivement un vœu pieux, mais ça aurait également pour conséquence de dénaturer complètement un marché où des opérateurs exercent. La question posée autrement, c'est quel est le rôle de l'État dans la couverture et le maillage territorial. Le gouvernement a démarré avec l'Agence nationale de services universels télécom TIC, l'ANSUT, que les gens connaissent assez bien, le maillage territorial au travers du réseau haut débit, du réseau national haut débit. Donc là, ce sont 7000 km de fibre optique qui couvrent quasiment l'intégralité du territoire et qui devraient porter le réseau de fibre optique à 15 000 en collaboration avec les opérateurs. Ça va servir à quoi stratégiquement? Qu'est-ce qu'on recherche? Les autoroutes de l'information. Ouais. Encore une fois, on est au siècle de la communication.
Sans autoroute de l'information, sans route, on ne peut pas faire de commerce, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas envoyer un courrier à son frère ou à sa sœur qui se trouve effectivement à 600 ou 7 km. L'avantage de l'infrastructure numérique, c'est de pouvoir transférer une information à la vitesse grand V. L'intérêt de la fibre optique, vous l'avez démontré dans votre reportage, c'est la vitesse. Il reste quand même que l'Internet reste plus cher ici qu'en Europe. Bon, je veux dire, plus cher qu'en Europe, tout est relatif. Tout est relatif. Il faut dire que l'Internet mobile, la 4G, nous avons la licence depuis 2016. Donc nous sommes en 2018. Cela dit, il faut investir, il faut investir énormément pour couvrir tout le territoire, pour couvrir toute la population. Ça demande de gros moyens. Voilà, donc je pense qu'en 2 ans, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour quand même, je dirais, vulgariser l'Internet. Et ces efforts-là sont visibles d'année en année. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même 70% de la population qui est couverte au moins en 3G. Donc ça, c'est vraiment de gros efforts qui sont faits. Et la 4G, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut? C'est des investissements. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore cette satisfaction en ce qui concerne la 4G? On parle de 70%. 70% en 3G. Pourtant, la communication nous fait rêver à la 4G. Pourquoi on n'y est pas encore? Qu'est-ce qui pose problème? Il y a déjà 50% de la population couverte en 4G. On veut aller à 95%. Donc cela nécessite des investissements. Et je pense qu'en 2 ans, on peut quand même tirer le chapeau aux opérateurs en Côte d'Ivoire qui passent donc de 0% en 4G à 50%. Vous voulez réagir? Du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, pour nous, on est dans la neutralité technologique. Peu importe la technologie qui apporte le flux. Ce qui est important, c'est la disponibilité du service, la qualité du service et les coûts. Ben oui. Donc, et c'est sur ça que nous, on essaie d'insister pour qu'on réfléchisse sur des mix en termes d'infrastructure pour adresser l'ensemble du territoire. Et c'est une vraie réflexion. Et tout à l'heure, avec Intersat, on a vu qu'il y a des solutions frugales, et je sais sur le mot, qui permettent de régler un certain nombre de problèmes et qui permettent de ne pas investir de la FO là où on n'a pas besoin de FO. Oui, voilà. C'est intéressant pour nous, en tout cas, de découvrir. Est-ce qu'on ne devrait pas développer ce genre de solution? Ça fait 1,2 million à peu près l'installation. On reste sur le rayon, on a accès à Internet. Qu'est-ce que vous en dites? Bien entendu qu'il faut développer toute innovation qui bénéficie à l'ensemble des populations. De la même façon qu'on a effectivement ce déploiement sur des bâches cousses satellitaires, on a accompagné une technologie qui s'appelle l'I-Fi LED, qui déploie en fait le Wi-Fi au travers de LED, des ampoules. On arrive à couvrir avec une seule installation un rayon de, je crois, une vingtaine de kilomètres. Et ça accueille à peu près 5000 utilisateurs. Donc on est capable en fait d'identifier, de fournir à la fois l'électricité avec le solaire, l'Internet et les autres services, puisque bien entendu, à côté de ça, dès lors qu'on crée ce petit village Internet, on a de toute façon tous les services associés. On va regarder vers l'avenir. En 2020, vous visez combien d'utilisateurs Internet? 100% de connexion. 100% de connexion? Oui, c'est ce qu'on souhaite. C'est réaliste? Oui, c'est réaliste, bien entendu. Encore une fois, il ne faut pas négliger l'apport et l'essor de l'Internet mobile, d'une part. D'autre part, un certain nombre de mesures incitatives qui ont été mises en place depuis 2012 en fait, permettent notamment la défiscalisation de l'import des terminaux mobiles, permettent justement d'avoir une accélération dans l'acquisition de ces terminaux. Donc ça va être le téléphone, ça va être également les tablettes, ça va être également les ordinateurs portables, tout ça. C'est autant de matériel disponible pour les citoyens. Comment on fait de l'Internet, comment on fait le bond pour arriver à 2020 à 100%? Il nous reste moins de 2 ans. C'est quoi la stratégie? Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut arriver à mettre en place donc, un ensemble de mécanismes pour soutenir justement le déploiement des infrastructures. Sans infrastructure, il n'y a pas de communication. Donc il faut qu'on puisse mettre en place un mécanisme, aider les opérateurs par des moyens, je dirais, peut-être fiscaux, par des incitations à tous les niveaux. Ça existe déjà. Il faut peut-être aller un peu plus pour que rapidement les opérateurs puissent être soutenus dans ces investissements-là. Comment vous soutenir en un mot, par exemple? Alors, la fiscalité? Il y a la fiscalité, voilà, il y a la fiscalité. Donc, il y a aussi tout ce qui est incitation dans l'investissement. Il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour
je dirais, faire des économies et peut-être aussi subventionner donc les infrastructures dans des endroits qui ne sont pas rentables. Eh bien, je comprends que c'est un clin d'œil au ministère et au gouvernement en général. Alors, si vous permettez, on va aller ailleurs, car s'il y a un pays qui peut se targuer d'avoir une bonne connexion Internet, c'est bien le Kenya. Le pays dispose de la meilleure connexion du continent, mais aussi d'un formidable écosystème pour le développement du numérique. On compte au Kenya, tenez-vous bien, pas moins de 1500 startups digitales qui rivalisent d'inventivité pour trouver de nouveaux business révolutionnaires. Kenya, la Silicon Valley de l'Afrique. C'est un reportage de Marie Demarque et Bigné Diomandé. À Nairobi, parmi toutes ces boutiques, il y en a une qui voit défiler bien plus de clients que les autres. C'est le petit magasin de Maggie. Si les consommateurs se pressent ici, ce n'est pas pour acheter des verres, mais pour utiliser M-Pesa, le tout premier système de paiement mobile africain créé au Kenya en 2007. Salut Maggie, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais déposer ces 1000 shillings sur mon compte. Redonne-moi ton numéro. 07 28... Bon, moi par exemple, je suis commerçante et j'utilise énormément M-Pesa. Plutôt que de me balader avec de l'argent dans mon porte-monnaie, je mets mon argent dans mon téléphone, sur M-Pesa, et je peux aller au marché ou payer mes factures. Ce qui est bien avec M-Pesa, c'est que vous pouvez vous balader avec beaucoup d'argent sur vous sans transporter de liquidité. Et donc, vous êtes en sécurité partout. C'est plus sûr? Ah mais c'est beaucoup plus sûr. Imaginez que quelqu'un vole votre téléphone portable, il ne peut rien faire avec votre compte M-Pesa parce que c'est protégé par un code secret. Et si votre portable est volé, vous appelez Safaricom, vous remplacez votre téléphone et votre argent va revenir automatiquement sur votre compte. 10 ans après sa création, M-Pesa est devenu incontournable dans le quotidien des Kenyans. Mieux encore, il a été le précurseur du paiement mobile africain comme MTN Mobile Money ou Orange Money. M-Pesa fonctionne un peu comme une banque. Les clients peuvent déposer et retirer de l'argent sur leur compte, effectuer des virements vers d'autres personnes, payer les factures à distance et souscrire à des microcrédits. Sur chaque transaction, les 40 000 agents M-Pesa du pays touchent une commission qui varie en fonction de l'opération. Sur un bon mois avec M-Pesa, je peux gagner jusqu'à 90 ou 100 000 shillings. Et les moins bons, entre 40 et 60 000 dans le mois. Les grosses journées, je peux avoir jusqu'à 90 clients. Et les moins bons jours, entre 30 et 40 peut-être. À la fin du mois, M-Pesa prélève 5% des bénéfices enregistrés par Maggie, qui grâce à ce nouveau travail, gagne 2 à 3 fois plus d'argent qu'au temps où elle avait seulement sa petite boutique. Avec ses 30 millions d'utilisateurs dans plus de 10 pays, M-Pesa est aujourd'hui considéré comme le système de micro-paiement le plus abouti au monde. Et le Kenya fait figure de pionnier du numérique sur le continent africain, le fruit d'une vision et d'un investissement déjà vieux d'une décennie. En 2008, l'État kényan et le secteur privé investissent 56 milliards de francs CFA pour installer l'Internet haut débit dans le pays. 10 ans plus tard, le Kenya dispose de la connexion Internet la plus rapide d'Afrique et se classe 51e au rang mondial. Aujourd'hui, plus des 3/4 des Kenyans ont accès à Internet. Un véritable écosystème numérique se développe dans le pays, devenu l'un des centres névralgiques de l'innovation digitale en Afrique, avec des incubateurs qui aident les startups numériques à développer des solutions aux problèmes locaux. Dans ce quartier modeste de Nairobi, Lucie rentre chez elle après sa journée de travail. Elle est vendeuse de bijoux et n'a pas les moyens de vivre dans une habitation raccordée au réseau électrique de la ville. Alors cette maman de 4 enfants a trouvé une autre solution. Et c'est sa fille qui va nous montrer comment la famille s'alimente en électricité.
Lucie et sa fille font partie des 2 millions d'utilisateurs de M-Kopa au Kenya, un système de panneaux solaires pour particuliers qui cible les habitants des zones rurales ou isolées. La facturation se fait au jour le jour grâce au système de paiement mobile M-Pesa et les différents équipements électriques sont vendus à crédit. J'ai commencé par acheter l'équipement le plus simple, les lampes électriques. J'ai dû verser un acompte de 15 000 francs et après j'ai payé 280 francs CFA par jour pour faire fonctionner l'appareil. Au bout d'un an, j'ai remboursé ma dette et je suis devenue propriétaire de l'équipement. Je n'avais plus rien à payer pour m'éclairer. Avant de découvrir les panneaux solaires M-Kopa il y a 3 ans, Lucie s'éclairait avec des lampes à pétrole réputées toxiques et hautement inflammables, et qui n'étaient pas plus intéressantes en termes de budget. La lampe à pétrole que j'utilisais avant me revenait finalement plus cher parce que le kérosène me coûtait au moins 225 francs par jour. Alors qu'avec M-Kopa, je paye 280 francs par jour, mais je sais que dans moins d'1 an, j'aurai fini de payer et que je serai tranquille quand j'aurai remboursé ma dette. L'histoire de M-Kopa démarre en 2011. L'entreprise lance son projet pilote avec 500 familles pour tester le concept. L'offre est inédite et le succès rapide. Aujourd'hui, au siège de M-Kopa à Nairobi, ce centre d'appel, qui tourne 24 heures sur 24, enregistre en moyenne 500 nouvelles inscriptions par jour. Si M-Kopa en est là, c'est grâce à un partenariat avec Safaricom, le géant des télécoms au Kenya, à l'origine de cette aventure. Notre partenariat avec Safaricom a été très important dès le début de notre aventure, car Safaricom est le numéro 1 des télécoms et du paiement mobile au Kenya grâce à M-Pesa. Donc, on travaille main dans la main. D'un côté, on utilise leur plateforme de paiement M-Pesa pour facturer nos usagers, et de l'autre, on a mis des cartes SIM Safaricom dans tous les appareils que nous vendons à crédit pour les contrôler à distance. Tant que le client rembourse, le système fonctionne. S'il ne paye plus, on coupe. Un système d'échange de services entre Safaricom, qui vend ses puces téléphoniques, et exploite son système de paiement mobile M-Pesa pour faciliter le paiement des factures M-Kopa et permettre à 9 clients sur 10 d'aller au bout du recouvrement de leur crédit. En moins de 5 ans, M-Kopa a écoulé plus de 600 000 kits solaires dans la sous-région et l'entreprise compte près d'1 millier de salariés au Kenya. Une réussite qui laisse rêveurs les jeunes entrepreneurs du pays qui s'inspirent souvent des défis de la vie quotidienne pour innover dans le domaine numérique. Des créateurs de start-up qui bénéficient d'un environnement particulièrement favorable au Kenya. Il existe dans le pays une quinzaine d'incubateurs, ces lieux de travail, mais surtout de réseautage, qui agissent comme des accélérateurs de croissance sur les jeunes entreprises digitales. Le plus réputé de ces incubateurs kenyans s'appelle iHub. Il est installé sur plus de 2000 m², en plein cœur de Nairobi. Hi, let's go. Allez, venez. Oh, il y a des pancakes à midi. Des pancakes. Donc nos membres ont différents niveaux d'adhésion. Soit ils payent 45 000 francs par mois et ils s'installent dans l'open space qui est assez flexible. Bon, avec ce package, ils ont aussi le droit d'utiliser la salle de réunion. Et toutes nos salles portent des noms tirés de bandes dessinées Marvel. Donc là, vous avez la forteresse de la solitude, inspirée de Superman. Et ils ont le droit d'y aller 4 heures par mois. Derrière cette apparente décontraction, iHub est tout simplement le premier pôle d'innovation numérique au Kenya. Depuis sa création en 2010, près de 200 startups y ont vu le jour. Et parmi les exemples de réussite les plus célèbres, Mobidev, la première société de conseil en logiciel mobile du Kenya, implantée dans 5 pays africains, ou encore Wezatele, qui crée des solutions innovantes pour adapter le secteur du commerce au paiement mobile, comme M-Pesa. En 2015, la start-up est rachetée 960 millions de francs CFA par le groupe AFB, un géant des services informatiques. À l'époque, c'est la plus grosse somme jamais dépensée pour le rachat d'une start-up numérique au Kenya.
Autant de succès qui ont contribué à positionner l'incubateur iHub comme un acteur de référence dans le domaine de la tech kenyane. Chaque année, nous organisons entre 70 et 100 événements avec pour thème principal les technologies et l'entrepreneuriat. Par exemple, nous avons reçu Tony Elemlou, qui est l'un des hommes les plus riches en Afrique. Et il était là pour l'un de nos événements. L'actuel président du Kenya est aussi venu nous rendre visite à 2 reprises. Et puis Mark Zuckerberg est venu nous voir aussi. En fait, toutes les personnes qui comptent dans le monde de la technologie passent nous voir à un moment ou à un autre. Avec le temps, iHub est donc devenu l'open space le plus convoité d'Afrique de l'Est et certaines entreprises paient jusqu'à 850 000 francs CFA de loyer mensuel pour y être hébergées. Une dépense considérée comme un investissement stratégique au regard des opportunités offertes par le lieu. C'est en tout cas ce que pense Isaac Unja. Cet adhérent d'iHub a trouvé ici l'accompagnement nécessaire pour développer son projet Sky Garden, un site de commerce en ligne qui offre la possibilité à des vendeurs d'ouvrir une boutique en ligne gratuite en quelques minutes. Le pari est audacieux dans un marché kényan déjà très concurrentiel. Alors pour se démarquer, les jeunes entrepreneurs ont une idée toute simple, mais à laquelle personne n'avait pensé. Le marché du e-commerce est déjà très dense au Kenya. Il y avait déjà beaucoup de concurrents avant notre création et depuis d'autres sont arrivés. Mais nous, on pense avoir une offre unique parce qu'on a un modèle décentralisé. Aucun de nos commerçants ne doit envoyer ses produits sur une plateforme de stockage. Vous pouvez vendre un truc qui se trouve dans le coffre de votre voiture ou dans votre magasin au centre-ville. On ne touche pas à votre article tant qu'il n'a pas été vendu. Donc on essaie de reproduire une vente classique de la main à laquelle les Kenyans et les Africains en général sont habitués. Il n'y a pas de frais d'inscription pour devenir vendeur aux clients sur Sky Garden. En revanche, on prend 8% sur toutes les transactions, peu importe le prix de l'article. De leur côté, les investisseurs étrangers sont déjà à l'affût. En février dernier, Sky Garden a récolté plus d'1 milliard de francs CFA lors d'une levée de fonds auprès de financiers danois et norvégiens qui ont senti le potentiel de la jeune pousse kenyane. Comme Sky Garden, il existe aujourd'hui au Kenya près de 1500 startups numériques, un record à l'échelle du continent. Nairobi est devenue la référence africaine de l'innovation digitale et le point d'ancrage des plus grandes entreprises de la tech mondiale venues s'implanter en Afrique. Des multinationales de renom comme Google, Nokia, Siemens ou encore IBM. Le géant américain du matériel et des services informatiques, qui figure dans le top 10 des marques les plus puissantes au monde, a choisi le Kenya pour implanter son tout premier laboratoire de recherche en Afrique et miser sur les innovations locales. C'était en novembre 2013. Un partenariat noué avec l'Université catholique de Nairobi après un processus de sélection très rigoureux. Avant de s'installer, on a évalué plusieurs pays sur des critères très précis, comme la qualité de l'environnement numérique ou l'aptitude des scientifiques locaux. Et encore une fois, la raison pour laquelle on a choisi Nairobi, c'est parce que le lieu remplissait au mieux toutes ces conditions. Je pense qu'on peut parler d'une Silicon Valley de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces entreprises numériques qui émergent au Kenya. Et je pense que le laboratoire de recherche d'IBM a un rôle important à y jouer. Dans ce laboratoire, pas de blouse blanche ni de souris. Ici, tout se passe sur des ordinateurs. Mais les applications des recherches sont très concrètes, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement. Ces chercheurs, pour la plupart kenyans, travaillent sur un projet de gestion de l'eau dans les zones arides. Ils ont posé des balises dans tout le nord du pays pour récolter les données de presque 500 points d'eau, avec pour objectif d'optimiser la ressource. Budget total du projet, 11 milliards de francs CFA sur 5 ans. Il existe un grand nombre de défis dans le domaine de l'accès à l'eau. Ça peut concerner les infrastructures, le financement, les données, la technologie. Et ce que nous faisons en termes d'innovation digitale, c'est développer une plateforme de big data qui concentre toutes les informations de ces points d'eau concernant leur usage afin que les autorités publiques
puissent évaluer la consommation au cas par cas ou anticiper les problèmes. C'est ça qui est vraiment au cœur de notre innovation digitale. Recueillir un maximum d'informations pour mieux appréhender les risques liés à la sécheresse. Si le projet fait ses preuves et devient une solution de référence dans le domaine de l'accès à l'eau, alors le fruit de ces recherches pourra être commercialisé sur le marché des innovations numériques au Kenya ou dans d'autres pays. L'un des aspects fondamentaux de nos recherches, c'est d'assurer la viabilité commerciale de ce que nous créons, parce qu'on veut que nos innovations aient une vie en dehors du laboratoire. Et quand ils ne créent pas eux-mêmes, les chercheurs d'IBM organisent des compétitions de développement de solutions numériques. On va aller faire un petit tour à la restitution du projet d'un événement qu'on a organisé cette semaine. On a demandé à des jeunes de créer une application pour la gestion de l'eau. On ne va pas faire trop de bruit. Ils sont en pleine présentation. Venez voir. L'occasion aussi de repérer les jeunes talents de demain. Car parmi ces passionnés d'informatique et de technologie, se trouve peut-être le prochain Steve Jobs du continent africain. Retour à Abidjan. Alors, première question pour vous, après ce second reportage, Patrick Mbeng, qu'est-ce qui vous aura marqué? Qu'est-ce qui a été édifiant dans l'exemple du Kenya? Ce qui est édifiant dans l'exemple du Kenya, c'est le nombre de start-up que ce pays a pu créer et surtout les success stories que le Kenya a pu, je dirais, promouvoir au niveau mondial. Ouais. On a parlé tout à l'heure d'M-Pesa, ouais, et je pense qu'il y a d'autres. Et ce qui est important, c'est que toutes ces start-up œuvrent et semblent être câblées sur des solutions pour résoudre les objectifs du développement durable. Et je pense que c'est la meilleure approche parce que c'est ce numérique au service du développement de nos pays, surtout adresser les objectifs du développement durable qui seront des solutions durables avec des marchés adressables. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le Kenya mérite son surnom de Silicon Valley de l'Afrique? Silicon Valley de l'Afrique de l'Est. Parce que la Côte d'Ivoire aussi est en train de créer un modèle et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, monsieur le conseiller technique, le Kenya est présenté avec beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Pourtant, on sait bien que la Côte d'Ivoire également, c'est un pays qui devient de plus en plus grand en ce qui concerne le numérique. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction par rapport à ce reportage? Il ne faut pas enlever tout le mérite que le Kenya a d'avoir développé effectivement un écosystème extrêmement dynamique. C'est un pays qui a très tôt fait le choix en fait, de prendre le virage de la technologie d'une part et du développement de son industrie mobile d'autre part. Ils l'ont pris très très tôt. Il faut les saluer pour ça. Alors, est-ce qu'on peut rêver un jour à un M-Copa ivoirien? Mais, pour illustrer un peu la vitalité de l'écosystème créatif et digital en Côte d'Ivoire, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on était au jury de sélection de la Fondation Jeunesse Numérique qui devait sélectionner sur 100 startups la cohorte 2018 qu'ils allaient incuber. Mais on a vu des startups qui présentaient des projets, je dirais, vraiment révolutionnaires et qui, une fois mis en œuvre, développés, déployés, pouvaient adresser non seulement des problématiques en Côte d'Ivoire, mais dans le monde. Donc, il y a au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et en Côte d'Ivoire en particulier, il y a des pépites potentiellement qui doivent être encadrées et c'est tout l'effort des organisations comme le Gothic et surtout des actions comme le ministre est en train de mettre en œuvre pour faire émerger ces startups de l'innovation dans le digital. Est-ce qu'on en est là en Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se fait au Kenya? Parce qu'on a vu vraiment que l'écosystème est assez dense avec iHub et tous ces résultats. En Côte d'Ivoire, il y a au moins 10 tiers-lieux d'innovation, c'est-à-dire des accélérateurs, des incubateurs privés qui se sont développés en Côte d'Ivoire. Et notre vocation, à terme, c'est de verser toutes ces startups sur le projet majeur de la Côte d'Ivoire, qui est la zone franche de Grand Bassam, le VTIP, qui, quand on compare avec, je dirais, l'architecture qu'on est en train de mettre, que le Kenya est en train de mettre en place, c'est la Silicon Savannah, c'est le grand projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre, qui sera opérationnel cette année. Pour nous, le VTIP, qui est la plateforme d'excellence qui va permettre de développer, d'incuber l'ensemble des startups à une échelle industrielle au niveau de la Côte d'Ivoire, et qui va fédérer l'ensemble
des tiers lieux de création qui existent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et partout, nous avons des accélérateurs, des incubateurs qui travaillent et qui génèrent des start-up intéressantes. Et c'est tout ça qu'il faut structurer, motiver et accompagner. Et c'est ce travail qu'on est en train de faire en partenariat avec le ministère. Alors, je me tourne vers le ministère. Alors, le VTIP, vous avez prévu également un plan pour faciliter le financement de ces entreprises-là, attirer, je parle des investisseurs. Il y a quelque chose en termes de financement? Tout à fait, tout à fait. C'est une zone franche. C'est une zone franche qui est dédiée aux technologies de l'information et aux biotechnologies. En l'occurrence, il s'agit là-bas d'accueillir en fait l'ensemble de l'écosystème qui serait à même d'évoluer dans ce secteur d'activité-là. Donc on va avoir des entreprises de biopharmacie, des entreprises de développement de contenu, on a des studios de doubling de voix, on a des opérateurs qui sont un peu plus traditionnels, SS2I classique, etc. Mais vous voulez me dire que le rêve, c'est là-bas? Je veux vous dire que le rêve, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux vous dire que le rêve, c'est la Côte d'Ivoire et que si on est capable de regarder dehors, soyons capables également d'apprécier ce qu'on a dedans. L'écosystème se met en place, les infrastructures se mettent en place. Est-ce qu'on peut rêver un jour d'avoir un géant, à l'image d'IBM, ou un autre géant qui viendrait s'installer en Côte d'Ivoire, ou préférerait la Côte d'Ivoire plutôt que le Kenya? Des grands acteurs sont prêts et sont en train de s'apprêter à arriver en Côte d'Ivoire. Parce que sur le plan du legacy en termes d'infrastructure, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des améliorations notables. Il faut adapter nos programmes vers les nouvelles technologies, vers l'ingénierie, vers les sciences. Il faut former les jeunes. Parce que si IBM vient, si Google vient, qu'il n'y a pas d'ingénieurs, comment on fait? Donc il y a ce côté-là. Les startups, aujourd'hui, c'est tout nouveau. Alors il faut pouvoir aider ces entreprises à s'installer. Lorsqu'une start-up va à la banque, par exemple, qui demande un prêt et qu'elle n'a pas de garantie, on sait très bien que c'est quasiment difficile aujourd'hui de financer une start-up. Donc il faut toute une politique pour aider ces start-up aujourd'hui à s'installer, à être financées. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que ces choses se mettent en place, si on accélère cet aspect-là, je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera la Silicon Valley de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas l'Afrique. Joli mot de conclusion. En tout cas, merci à vous, chers invités, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 12 juillet pour un nouveau numéro de Made in Africa. Mais vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1.